RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Vignoble en question. Et pour répondre aux questions sur le vignoble champenois, notre invité Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Alors dans notre dernière émission, Bertrand, on a parlé de ce qui se passait dans les galipes, dans les vignes, et de la promesse de récolte qui est attendue par les vignerons. Et à ce stade, on a dit tout va bien. Bien sûr, il peut encore tomber le ciel sur la terre, sur la tête et sur les vignes, avec des orages, mais globalement, tout se passe bien avec un état sanitaire des vignes qui est plutôt très bon. Or, tout ça est bien, sauf que la question essentielle, c'est est-ce qu'on le vend bien, le champagne ? Est-ce que les inquiétudes que nous avions formulées à la fin de l'année dernière sont confirmées ? Est-ce que les marchés se redressent ? Où en est-on sur les marchés, Bertrand ? Alors, selon les chiffres du comité Champagne sur le mois d'avril, qui sont les derniers disponibles, on n'a pas encore ceux du mois de mai, mais ils ne sauraient tarder, on peut dire globalement que le marché du champagne est atone. C'est-à-dire que de janvier à fin avril, sur les 4 premiers mois de l'année, il s'est globalement rien passé en comparaison avec janvier à avril de l'an dernier. Une fois qu'on a dit ça, on peut déjà dire que c'est un mieux. On voit le verre à moitié plein, dans la mesure où l'année dernière, on avait commencé l'année avec des baisses. Et là, on démarre l'année avec une stagnation. Donc ça veut déjà dire que dans une logique de dégringolade, les choses ont l'air de s'être enrayées, ont l'air de s'être arrêtées. Alors est-ce que c'est la même chose pour l'export, en rappelant qu'on exporte un peu plus de la moitié, ou la même chose pour le marché français ? Alors on retrouve une dynamique, vous avez raison Hubert, qui était celle d'avant la mauvaise année 2024, c'est-à-dire globalement une vraie différence de dynamique entre l'export et la France. Sur les 4 premiers mois toujours, comme je vous le disais, le marché à l'export a progressé de près de 5% en volume, alors que celui de la France a reculé de 7%. Comme les maisons de champagne sont les plus exposées à l'export, ce sont les maisons de champagne qui affichent les meilleures progressions parce qu'elles profitent de cette hausse de l'export. Alors, hausse de l'export, malgré un contexte international dans lequel on ne peut pas ignorer ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'on vend aux États-Unis quasiment 100 millions de bouteilles, autant que je sache, sur les 300 millions. Un tiers de la production de la champagne part aux États-Unis. Est-ce que ce marché-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur ce marché-là ? Il y a eu un phénomène, du dire de nombreux acteurs, un phénomène de stockage par rapport aux annonces de Donald Trump. Alors vous avez sûrement entendu parler du TACO, c'est-à-dire ce fait que Donald Trump annonce toujours le pire pour finalement... Take chicken out. Taco, bref. C'est un rapport avec les poulets, avec les chicken, mais c'est une expression qui m'échappe pour le moment. Mais grosso modo, c'est qu'il se dégonfle, en fait. La traduction, c'est il fait le gros bras et ça se dégonfle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a eu des tas d'annonces tonitruantes sur les droits de douane pour finir par avoir des droits, certes, mais pas du tout de la même ampleur qu'espéré. Et cette espèce de panique crée des phénomènes de stockage parce que chaque opérateur se dit, tiens, moi j'ai des marchés, si je peux essayer de vendre la bouteille, de l'acheter moins cher pour la vendre et de me faire une meilleure marge, je vais pas perdre de temps si j'ai la trésorerie. Donc ça a accéléré les commandes, voilà. Mais aussi les livraisons, parce que les droits de douane, c'est à la livraison qu'on les paye. Les droits de douane, c'est à la livraison. Je pense aussi que sur les chiffres dont je vous parlais, là, du début d'année, qui sont en stagnation globaux et en progression à l'export, c'est parce que dans l'export, on met tout, on met pas que les États-Unis, et on a eu tendance déjà à proposer des belles opérations commerciales en Europe pour essayer de stimuler le marché européen. D'accord, donc c'est de l'export local en fait. Un peu plus local. Puisque c'est vrai que la vente en Belgique est considérée comme de l'exportation. Or, on sait bien que nos amis belges sont de très bons consommateurs de champagne. Donc néanmoins, c'est rassurant, c'est-à-dire plus 5% sur le marché d'export. C'est bien pour les maisons de champagne, mais moins 7% sur le marché français. Et là, c'est plutôt le marché des récoltants manipulants. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce marché français ? Pourquoi
la consommation des ménages ne reprend pas. Alors, on est très déçus en France de la consommation de 2024 parce que, si vous vous souvenez, depuis la guerre en Ukraine, on a eu une poussée inflationniste en nous disant ça y est, ça met à mal toutes les chaînes d'approvisionnement, on se rend compte qu'on dépend de plein de pays, que ce conflit crée de la tension, des réflexes protectionnistes, etc. Et on avait vu l'inflation s'envoler. L'an dernier, en 2024, finalement, l'inflation, elle a été faible en France. Elle a été de 1,3%. Donc, probablement une des plus faibles d'Europe et on retrouve des taux extrêmement bas. Pourtant, 2 Français sur 3 disent qu'en 2024, ils ont continué à serrer la ceinture en termes d'achat. Donc, il y a une psychologie, c'est toujours très important en économie, entre la perception du contexte économique et ce qu'on peut observer, ce que l'INSEE relève avec les prix. L'INSEE nous dit c'est 1,3% d'augmentation d'inflation en 2024, donc très peu. Et les Français ont toujours l'impression, après il faut bien avouer 2 années d'inflation cumulée très importante, sur 3 ans ce sont 20% d'inflation quand même, compris les Français, et qui ont toujours l'impression il y a un temps de retard, ils sont toujours dans ce contexte de faire des économies. Et donc la psychologie du consommateur est extrêmement importante, son moral, son optimisme est quelque chose de très important pour la consommation du champagne. La consommation ne repart pas, on est bien d'accord là-dessus, et l'épargne des Français augmente. Alors l'épargne augmente. Donc c'est pas un problème de pouvoir d'achat en fait. Non, vous avez raison, l'épargne elle augmente, mais alors le problème c'est que sa perception, quand vous demandez aux Français s'ils ont l'impression d'avoir gagné en pouvoir d'achat ou on pourrait parler de richesse, quand même, faut pas avoir peur du mot, ils vous répondront quasiment jamais oui. Ils vous diront non, je fais toujours plus d'efforts, c'est de plus en plus dur, etc. Donc il y a une part psychologique très très importante. L'idée c'est simplement de se dire 2024 les jeux sont faits quoi. Maintenant comment ça va encore évoluer? Et 2025, alors la psychologie évolue-t-elle sur 2025 pour espérer une reprise? Qu'est-ce qui pourrait influer nos consommateurs? Alors, on commence 2025 en se disant, on a 2 choses qu'on peut objectiver. Ce qu'on appelle la confiance des ménages. Là encore, c'est les instituts de sondage qui leur posent des questions pour savoir comment ils imaginent l'année. Est-ce qu'ils pensent que ça va être, c'est tout bête, est-ce que ça va être plus dur ou plus facile que l'année précédente? Cette confiance des ménages, elle s'est dégradée, elle reste pas bonne en 2024 en point d'indice. Cet aspect psychologique dont je vous parlais, il est pas reparti à la hausse. On ne voit pas le redémarrage de ça. Mais ça vient de quelque chose de très simple, c'est le marché de l'emploi. On en parle à longueur de médias, de journal. On a tous auprès de ses proches quelqu'un qui va nous dire mon fils, ma fille cherche un emploi, il a du mal à trouver, un tel a perdu son emploi. Le marché c'est vraiment dégradé. On devrait avoir quand même un taux de chômage à près de 7,8%. Et le marché de l'emploi pèse très lourd dans la psychologie des ménages. Ce sentiment de précarité en disant j'ai un emploi, je m'y sens pas très bien, mais je peux pas le quitter parce que je sais pas si je vais en retrouver. Tout ça crée cette fameuse tension, cette fameuse inquiétude. Oui, et c'est vrai qu'on est quand même dans un monde assez anxiogène avec des nouvelles dans les médias relatives aux guerres, aux facéties de M. Trump, au fait qu'en France, les lois sont extrêmement difficiles à faire voter aujourd'hui avec une majorité qu'on ne voit plus, etc., etc. Et tout ceci n'est pas bon pour le moral des Français. Alors, peut-être que c'est que conjoncturel. Et si on regarde les choses plus au fond, c'est-à-dire sur les tendances qui structurent la consommation en France, et que bien évidemment les marchés du champagne doivent prendre en compte, qu'est-ce qu'on remarque ? On a parlé pour le moment de l'aspect quantitatif. Est-ce que mon pouvoir d'achat augmente, comment je le perçois, etc. Ensuite, il y a des arbitrages, c'est-à-dire qu'à pouvoir d'achat identique, les Français font des choix tous les jours de consommation de tel ou tel produit. Ce qu'on a pu observer en 2024 et ce qui devrait continuer, par exemple, dans les choix alimentaires, les Français, ils ont de moins en moins de temps. Ils déclarent de plus en plus de courir après le temps, de manquer de temps. D'ailleurs, ils seraient pour une réduction du temps de travail pour essayer d'avoir plus de temps pour leurs loisirs et leur vie personnelle. Et donc, tout ce qui peut leur faire gagner du temps, ça a une vraie tendance de fond. C'est le succès des drives, des livraisons, des choses qui sont de plus en plus prêtes à consommer, prêtes à utiliser, de plus en plus simples d'utilisation. Oui, mais les vignerons vendent pas leur champagne en drive. Alors, ça, c'est une tendance de consommation sur la praticité. C'est pas forcément quelque chose tout de suite qui va se traduire par le champagne, mais par exemple,
ne rentrons pas dans des produits toujours plus complexes. Il y a une demande de simplicité. Ça, je pense que... alors, on peut parler... de simplicité de l'acte d'achat. C'est-à-dire l'acte d'achat, c'est j'ai envie d'un produit, il me le faut très rapidement, sans contrainte logistique et c'est immédiat, quoi, quasiment. Mais même de son utilisation, Hubert. Il y a le fait qu'un produit simple d'utilisation sera toujours préféré par le marché à un produit qui nécessite de lire un mode d'emploi, de faire un effort, etc. Il y a une passivité, une demande de simplicité qui est vraiment très forte. À mon avis, c'est aussi à prendre en compte pour les activités. Donc ça, c'est pour l'ensemble des produits de consommation. Oui. D'accord. Ensuite, on va avoir un autre trait dans les achats, c'est le rapport à la santé. De plus en plus de consommateurs font attention à l'aspect santé de leurs alimentations, de leurs pratiques. Il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent la course à pied. Il y en a tous les week-ends maintenant, partout. C'est une folie. Ça n'arrête pas. Ça court partout. On va retrouver ce qu'on appelle la fragmentation des achats, c'est-à-dire que les Français sont de moins en moins fidèles à un lieu d'achat. Ils vont de plus en plus aller dans plusieurs enseignes commerciales. Je vais à la fois aller dans une grande surface traditionnelle, chez un hard discounter, chez un magasin bio, ça on observe que de plus en plus, ils vont dans plus de magasins. Il faut dire que la meilleure incitation qu'on a eue pour ça, c'est que chaque magasin propose des réductions. En cumulant les chaînes, on cumule les réductions. Faut pas aller chercher midi à 14h, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un goût pour la fragmentation. Et puis quand même, cette contrainte sur la perception économique et sur le pouvoir d'achat fait que la demande des produits à prix bas reste forte. Donc il y aura des difficultés à passer des hausses de tarifs ou à augmenter les tarifs de bien des produits. Alors quand je vous entends, Bertrand, je me dis, mais le champagne dans tout ça, où se situe-t-il ? A-t-il une carte à jouer ? Alors le champagne, si on traduit ça très simplement, les prix vont rester une question. Donc il va falloir être mesuré sur les hausses de prix. On en a passé des belles ces dernières années en Champagne, il faut qu'on fasse attention. Ensuite, on va avoir l'arbitrage. Vous parlez de praticité, de choses simples. Les Français veulent toujours se faire plaisir. Le champagne est définitivement pas un vin qu'on boit parce qu'on a soif ou qu'on a envie d'éthanol. C'est plus pour fêter des moments importants et précieux. Ça, visiblement, les Français sont prêts à arbitrer favorablement à du plaisir. Puis, dernière chose, quand je vous parlais de fragmentation, c'est une bonne chose parce que ils sont moins fidèles, mais ils seront aussi moins fidèles à faire qu'une grande maison ou qu'une grande coopérative quand ils viennent en Champagne, et ils auront envie d'aller à la fois chez une maison, une coopérative, un vigneron, etc. Les vignerons me le disent souvent en disant quand on ouvre les coffres des voitures, maintenant on trouve plein de marques différentes dans le coffre. Ça a du bon et du moins bon. Cette fragmentation, ça laisse à chacun sa chance. Chacun sa chance pour un produit qui reste quand même un produit prestigieux, un produit de plaisir, un produit de joie, oui. Un produit de fête. Et ne nous en privons pas, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et bien sûr, ces bonnes paroles, Bertrand. Merci beaucoup. À très bientôt sur RCF. Et ça sera maintenant à la rentrée. Et on saura ce que les vignes nous ont tenu comme promesse, n'est-ce pas ? À très bientôt à tous. Bon été.